Écoutez, il y a, je pense, trois grandes innovations en ce qui concerne les statuts de fonctionnaires. La première innovation, c'est la rationalisation des procédures d'accès dans la fonction publique. C'est-à-dire que, à travers ces projets de loi, nous essayons de rationaliser la question du recrutement dans la fonction publique et de mettre fin au phénomène NU. Vous connaissez ces phénomènes-là, des NU. Les NU signifient des personnes qui sont euh, alignées au niveau des administrations, affectées au niveau de différentes administrations, sans avoir préalablement été admises sous statut. Ça, c'est une incongruité, une spécialité congolaise. Il faut mettre fin à ce système-là. Parce que les NU sont des NP de demain, c'est-à-dire de non payés. Et ici, à travers cette réforme, nous faisons en sorte que euh, tout se rationalise et que les personnes qui sont appelées à occuper des postes au niveau des administrations soient préalablement admises par la fonction publique. Donc, la fonction publique va travailler avec les sectoriels, les chefs de service de différentes administrations pour pouvoir déterminer les besoins en termes de ressources humaines de l'État. La deuxième innovation, c'est l'évaluation des compétences. Ce n'est pas parce qu'on est fonctionnaire que l'on peut croire qu'on va travailler pour l'État à vie, même lorsqu'on n'est pas euh, dans l'assiduité, lorsqu'on n'est pas régulier. Donc ici, on veut poser les bases d'une administration publique efficace, efficiente, qui soit au rendez-vous du rendement et des résultats. Or, pour avoir du rendement et des résultats, il faut avoir des fonctionnaires compétents et intègres. Et ça passe par la formation. Et ça passe par aussi l'évaluation des compétences. Nous allons donc évaluer les compétences de chaque fonctionnaire pour savoir son degré d'employabilité et, le moyen de pouvoir lui faire accorder des promotions ou pas. Si le niveau est zéro après évaluation, eh bien, la personne est déclarée inapte. Si le niveau est moyen, eh bien, on fait la formation continue et donc on renforce ses capacités. Si le niveau est excellent, eh bien, on est prioritaire pour la promotion en grade. La troisième innovation majeure, c'est l'avènement de la contractualisation au sein de la fonction publique congolaise. Ça signifie que désormais, nous allons faire cohabiter les régimes de carrière, avec des fonctionnaires des carrières, des agents de carrière, avec celui des agents contractuels pour certains métiers. Hein. Par exemple, pour certaines personnes qui ont dépassé un certain âge tel que requis par la loi, eh bien, vous savez, la loi plafonne à 40 ans aujourd'hui. Hein. C'est 35 ans, ligne rouge 40 ans. Donc, quelqu'un qui a 42 ans, 45 ans, 50 ans, ne peut pas être utilisé par l'administration publique, ne peut pas être recruté. Alors, si on ne peut pas être recruté par la voie, par le régime de carrière, on peut l'être par contrat, hein, sous contrat. Et c'est ça l'innovation. Ça concerne aussi des sous-diplômés, c'est-à-dire nos jeunes gens qui sont dans les quartiers et qui peuvent demain devenir, si vous voulez, de fonctionnaires de métier, des fonctionnaires manuels. Il y a des métiers que nous avons négligés par le passé parce que tout le monde pensait que qui dit fonction publique dit bureau. On croyait que tous les fonctionnaires doivent travailler au bureau, alors qu'il y a des fonctionnaires qui peuvent être dehors en train d'assainir nos rues, nos villes, d'embellir nos ronds-points, de végétaliser, être des techniciens de surface ou même des cantonniers, hein, le cantonnage manuel, notamment à l'intérieur du pays. Donc, vous avez vu l'état de nos villes aujourd'hui. Demain, cette innovation peut justement nous aider à inverser la tendance et en faire en sorte que certaines catégories ou certains métiers soient
valorisés. Enfin, il y a eu le deuxième projet de loi qui concernait en réalité, qui concerne la sécurité sociale, euh, euh, mais qui en réalité consiste à l'extension du champ d'application de la loi euh, sur des catégories d'agents publics qui étaient jusque-là oubliés. C'est des agents publics à mandat politique, c'est des agents publics qui ne font pas carrière, et qui sont dans des, des, qui occupent des postes de façon sporadique et qui, bien souvent, à la fin de leur vie, euh, sont jetés dans la précarité, dans la déchéance sociale. Nous voulons qu'aux côtés de l'État régalien, justice, sécurité, aux côtés de l'État euh, euh, régulateur, l'économie, secteur productif, eh bien, que nous construisions l'État protecteur, l'État qui fait en sorte que chaque citoyen puisse bénéficier d'une protection sociale, surtout lorsque il a eu à exercer des fonctions au niveau de l'État. Voilà l'essence des réformes que nous avons aujourd'hui présentées aux honorables sénateurs après avoir été devant les honorables députés. Merci. Bon, notre intervention a porté sur, sur les effectifs, la gestion des effectifs, sur la gestion des effectifs, sur la manière d'évaluer et naturellement sur la convergence qu'il y a entre la réforme de la fonction publique et les obligations des performances que les administrations doivent observer au regard des prescrits de la loi relative aux finances publiques, parce que ces deux réformes sont congruentes en fin de compte. Donc, c'était une intervention qui s'inscrivait dans un cadre bien précis, c'est la réforme de la fonction publique. Et son Excellence, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, est venu nous exposer la manière dont il comptait améliorer les réformes qui ont été déjà entamées il y a 10 ou 15 ans. Sur les statuts, il y avait déjà une loi, et sur les régimes, les retraites et les régimes sociaux des fonctionnaires et agents de l'État. Donc, nous avons essayé de faire voir au ministre déjà que l'évaluation qu'on voudrait instaurer aujourd'hui en tant que fonctionnaire, nous sommes en position de mise en disponibilité aujourd'hui. Nous avons vécu ces réformes et nous pensions que il fera œuvre utile si, en ce qui concerne l'évaluation des fonctionnaires, si toutes les directions disposaient déjà des référentiels d'emploi et de postes, comme les référentiels qui ont été élaborés en son temps pour la mise en place des structures standards à compétences horizontales. Donc, je cite le DAF, je cite les directions des ressources humaines, les DRH, donc je cite les directions d'ENTIC et d'autres directions que j'ai peut-être oubliées maintenant pour l'instant, pour qu'il y ait déjà ces référentiels, de manière à ce que ces référentiels puissent permettre à ce que la cotation soit objective. Parce que les référentiels déclinent les missions d'une part et d'autre part détaillent les tâches que chaque agent et cadre est tenu à exécuter. Donc on s'est apaisanti sur ça. Dans une seconde temporalité, nous avons évoqué la question des effectifs. Parce qu'on dit quoi? Les effectifs, dans les cadres de recrutement, vous ne pouvez recruter que lorsqu'il y a des postes à pourvoir. La première condition. La seconde condition, ces postes à pourvoir doivent être d'abord organiquement prévus et budgétairement ouverts. Donc, il faudrait qu'il y ait de l'argent. Je vais parler en termes trivial de l'argent, mais en termes techniques, des crédits, des dotations qui soient prévues pour financer ces postes. Mais on a vu que pour les directions standards, DAF et consorts, il y avait des effectifs organiques prévus,
Mais les effectifs réels aujourd'hui dépassent de loin les effectifs organiques qui ont été retenus comme hypothèse en son temps. Et on a voulu avoir des assurances de la part du ministre dans l'application des lois modifiées qu'on tiendra compte de ces insuffisances qu'on a pu relever. Dans ses réponses, il a rassuré. Je pense que vous avez vous-même constaté que l'ensemble de la salle, tous les intervenants ont commencé par saluer la clairvoyance avec laquelle le ministre a fait son discours. Et vous avez vu par la suite qu'il est resté cohérent dans ses réponses. Donc nous pensons qu'il sait ce qu'il fait, et on lui fait confiance. Nous allons l'accompagner pour qu'on ait aujourd'hui une fonction publique qui ait une législation qui soit conforme aux standards internationaux. Êtes-vous convaincu de ces réponses en tant qu'émanation de province? Étiez-vous convaincu de ces réponses? Bon, en tant qu'émanation de la province, nous avons eu à constater qu'il y avait des étages aujourd'hui au niveau de la réforme de la fonction publique. Il y a la fonction publique au niveau du pouvoir central, il y a la fonction publique au niveau des provinces. Au niveau du pouvoir central, il y a une loi et c'est le gouvernement au niveau du pouvoir central qui les gère. Au niveau des provinces, il y a aussi toute une loi. Et il est question maintenant de savoir comment accompagner les provinces pour l'opérationnalisation de la loi. Parce qu'il existe déjà une loi qui organise la fonction publique en province. De ce point de vue-là déjà, sur le plan juridique, il n'y a pas d'équivoque. Mais le souci reste sur le plan pratique, sur le plan factuel. De quelle manière est-ce qu'on doit accompagner nos entités infranationales à opérationnaliser?